Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à Face, votre émission d'entretien et d'opinion sur Var Azur. Nous sommes cette semaine en compagnie de Cécile Muscotti, fraîchement élue députée de la 2e circonscription du Var. Merci à vous d'avoir accepté cet entretien. On va parler évidemment du renouvellement. Vous l'incarnez, 29 ans, La République en marche. Je ne vais pas préciser, vous êtes élu donc désormais de la majorité d'Emmanuel Macron et du gouvernement Philippe. On va parler de votre vision de la politique qui n'est pas un métier. C'est ce que vous avez répété durant votre campagne. On parlera aussi de l'adversité. Vous avez quand même éliminé Philippe Vittel qui tenait cette circonscription depuis un certain nombre de mandats. Et puis on verra aussi vers quoi cette mandature peut déboucher, quelles espérances vous placez en vos collègues également à l'Assemblée. D'abord, un mot sur vos premiers pas. Vous avez découvert le Palais Bourbon, l'hémicycle, les démarches administratives. Comment vous avez vécu ce moment, cette rentrée à l'Assemblée ? Alors, il y avait deux aspects. Le premier, effectivement, comme vous le disiez, de toutes ces démarches administratives qui sont essentielles pour pouvoir prendre nos marques de travail, pour pouvoir installer les conditions nécessaires à la réalisation de notre mandat. Et puis, il y a le côté très symbolique où l'hémicycle en lui-même et l'ensemble du Palais Bourbon représente, concrétise, en tout cas pour moi, les valeurs de la République, le triptyque liberté, égalité, fraternité, qui d'un seul coup prend toute son ampleur lorsqu'on y met les premiers pas. Alors ça a été une campagne express, malgré tout. Vous avez réalisé l'exploit, si on peut dire, d'éliminer Philippe Vittel au premier tour, un duel avec le Front National pour ce second tour. Une abstention malgré tout très importante. Quelles leçons vous tirez de cette campagne et de votre élection ? Il n'y a jamais eu d'euphorie, même au soir du second tour, pour deux raisons. La première, cette abstention qui reste quand même trop importante et qui est révélatrice du danger et du mal-être dans lequel se trouve notre démocratie aujourd'hui. Et ça, j'en prends conscience et j'en prends ma part de responsabilité. Et je le prends aussi comme un objectif à atteindre, faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens, et particulièrement, et entre autres ceux de ma circonscription, renouent avec leurs élus, avec les représentants de la politique. Deuxième bémol, si je puis dire aussi, effectivement, la candidate Front National qui se maintient sur ce second tour et qui fait un score tout de même assez important, là aussi révélateur du danger dans lequel peut se retrouver notre démocratie, notre République, un danger que j'ai soulevé tout au long de ce deuxième tour, auquel j'ai appelé tous les républicains à me soutenir au-delà des étiquettes politiques pour faire front pour sauver la République. Alors, c'est un pari que vous avez remporté, que vous avez réussi à mettre en œuvre. Malgré tout, il y a une vraie recomposition politique. Le département était tenu par les Républicains. Aujourd'hui, ils ont sauvé 2 circonscriptions sur 8. Le reste est tombé dans l'escarcelle de La République en marche. C'est un nouveau départ aussi pour le département ? C'est un nouveau départ pour le département qui était... il fallait absolument qu'il renoue avec une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, il y a des élus locaux du département, de la région, qui ont compris quelle était la démarche d'Emmanuel Macron et qui sont aujourd'hui, et qui l'ont exprimé, dans cette volonté de vouloir travailler au-delà des petites oppositions stériles qui ont tué depuis tant d'années la politique. Donc je suis très confiante vis-à-vis de ça et j'espère que ceux qui n'en ont pas encore pris conscience nous rejoindront pour qu'on puisse faire réussir notre circonscription. Alors justement, cette majorité large, avec des personnalités venues de divers horizons, des professionnels entre guillemets de la politique, des gens issus de la société civile, droite, gauche, vous croyez en cette majorité à l'Assemblée pour aller dans le même sens ? J'y crois pour deux raisons aussi. La première, le renouvellement parce que nous venons tous avec nos compétences et nos qualités de la société civile, avec nos compétences liées principalement à nos activités professionnelles. Donc ce regard neuf qui va permettre de faire avancer les choses. La deuxième, quand depuis le départ nous avons dit dans cette campagne qu'il n'était pas question de faire gagner un parti, qu'il n'était pas question de faire gagner une étiquette, mais qu'il était question de faire gagner des idées et des projets, c'est uniquement dans cette démarche-là que nous pourrons et que nous allons réussir. Et c'est pour ça que j'ai une confiance totale dans le groupe que nous allons représenter dès demain, puisqu'il sera constitué au moment de ce séminaire à Paris. L'inexpérience mise en avant par vos adversaires, quelle position par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes députés, il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux, on a raillé l'attitude de certains, les propos d'autres. Vous avez confiance en
la capacité dans ce groupe de se former, d'avancer? Alors déjà, il y a un sas de sécurité qui est l'appareil de formation qui va être mis en place, qui va nous être mis à disposition. Les députés seront encadrés. Les députés seront encadrés. Mais l'autre élément important aussi, et c'est ce qui est un des moteurs de mon engagement politique et de mon activité professionnelle, c'est qu'on a tous des compétences à mettre au service d'eux. Pour réussir dans un domaine, il ne faut pas forcément avoir les compétences déjà identifiées dans ce domaine-là. Et que chacun vienne avec son expérience, avec sa volonté, avec cette envie de faire réussir, je suis persuadée qu'on y arrivera. Le reste sera de la régulation, de l'accompagnement qui sera mis en place par ces formations. Alors, vous allez avoir du pain sur la planche dès le départ. La loi travail, la loi de moralisation de la vie politique, le passage par ordonnance, vous allez rentrer directement dans le vif du sujet. Oui, et aussi la prolongation de l'état d'urgence. Et la prolongation de l'état d'urgence. Évidemment, il faut que nous rentrions dans le vif du sujet parce que nous ne pouvons plus attendre. Le principe du vote par ordonnance sera essentiel si on veut faire bouger et faire réussir le pays. Et nous en sommes tous conscients et nous avons tous hâte de commencer à travailler. Ça ne va pas tronquer un peu le débat, ça, la question des ordonnances? Non, parce que vous savez qu'il y a un travail parlementaire qui est souvent moins visible, qui permet à chaque groupe, à chaque commission, à chaque entité de réfléchir, de confronter les idées. On n'est pas forcé d'être tous d'accord dans ces moments-là de travail. Et justement, il ne faut pas qu'on soit tous d'accord, parce qu'il faut qu'on arrive à trouver ce point d'équilibre qui permettra ensuite d'avoir une proposition de loi, un amendement qui soit à la croisée de ces débats-là et de ces réflexions. C'est ça la richesse. Alors, vous, donc on a bien compris, vous allez vous situer évidemment dans la majorité d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe. Vous avez envie de réussir. Néanmoins, vous savez que ça va être compliqué. Comment vous voyez ces 5 ans de mandature? Moi, je n'utilise pas le terme compliqué parce que ce n'est pas ce que je ressens aujourd'hui. J'ai rencontré sur ma première venue à Paris un député élu de Paris, Hugues Rançon, qui vient des Républicains, et on a discuté longuement sur des tas de sujets. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'importance et de la richesse que je disais tout à l'heure. On n'est pas forcément d'accord, nous avons chacun nos valeurs respectives, nous sommes tous des protecteurs et des défenseurs de la démocratie et de la République. À partir de là, discutons, ajustons et travaillons ensemble et on en est capable. Alors, on va revenir au Var. C'est vrai que le paysage politique a explosé, on ne s'y attendait pas forcément. On imaginait peut-être plutôt des députés Front National rentrer à l'Assemblée, les Républicains faire mieux que conserver 2 circonscriptions. Vous avez échangé déjà avec vos collègues députés La République En Marche du Var? Alors un petit peu, on ne s'est pas encore tous croisés. Valérie Gomez-Bassac, Fabien Matras, Émilie Guérel, ce sont des personnalités que j'ai croisées. Fabien Matras, je le connais depuis longtemps, c'est un maire d'une jolie commune. Nous avons tous une expérience de terrain qui se complète, qui est différente, puisque aucune des circonscriptions ne se ressemble. Et en tout cas, nous sommes dans cette même volonté de se dire, il est de notre responsabilité aussi de redynamiser notre département. Émilie Guérel, ses propos, son attitude entre 2 tours, est-ce que ça vous a dérangé? Est-ce que ça vous inquiète? Je pense qu'elle a pris conscience, peut-être un petit peu trop tard, mais l'essentiel est d'arriver à en prendre conscience à un moment donné, de la responsabilité qui est la sienne aujourd'hui en tant que députée de cette circonscription. Il faudra qu'elle prenne acte de ce qui lui a été reproché et qu'elle puisse mettre sur la table toutes ses compétences pour servir sa circonscription. Et je ne doute pas qu'elle la servira avec toutes les compétences et les capacités qu'elle peut avoir. L'attitude de Philippe Vitel, après sa défaite, il était député sortant, patron de la Fédération des Républicains, bien installé. Il a peut-être payé justement cette envie de renouvellement, de dégagisme incarné par Emmanuel Macron, mais aussi par la France Insoumise. Comment vous vous positionnez par rapport à ces propos? Je crois qu'aujourd'hui, M. Vitel est un homme du passé. Peut-être que ces dernières années ont aussi été des politiques du passé. Je ne lui reproche rien, simplement je trouve une attitude regrettable vis-à-vis du Front républicain, auquel il n'a pas fait appel. Il est républicain. Et j'étais persuadée qu'il appellerait sur ce second tour à faire barrage pour sauvegarder les valeurs de notre République. Il ne l'a pas fait. Il doit s'arranger avec lui-même.
avec ses valeurs, avec ses convictions. Aujourd'hui, ce n'est plus mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est ce dépassement-là, c'est travailler avec l'ensemble des maires des communes de ma circonscription, peu importe leur étiquette, parce que c'est l'avenir de nos concitoyens qui est en jeu, pas celui de Philippe Vitel ou d'autres candidats. C'est l'avenir de tous et c'est l'intérêt commun qui doit primer. Alors, le gouvernement a été nommé, le gouvernement Philippe II, un gouvernement que certains qualifient de trop technocratique, d'autres de gouvernement d'action. J'imagine que vous êtes plutôt dans cette seconde option. Évidemment, on a, j'ai envie de dire, une armée qui est prête à agir, qui est un symbole d'efficacité, de justesse et puis de parité aussi. Et c'est fondamental pour moi. On va y revenir. Particulièrement attentive à ces questions-là. Non, ça donne envie. On est en ordre de marche pour le coup. Alors c'est vrai que dans tous les entretiens qu'on réalise, on a affaire à de plus en plus de femmes députées et forcément ça s'explique puisque là on est sur un record de présence féminine à l'Assemblée nationale. J'imagine que pour vous c'est un excellent signal. Exactement, un excellent signal comme vous le dites, mais ce n'est qu'une première étape. Il nous reste à franchir beaucoup de choses encore dans notre société vis-à-vis de la représentation de la femme dans la vie politique, mais pas que. Les combats ne sont pas terminés, les droits des femmes ne sont pas acquis, contrairement à ce qu'on peut penser. Et j'espère pouvoir mener des propositions sur ce sujet tout au long de mon mandat. Alors justement, est-ce que vous avez une idée de commission à laquelle vous souhaiteriez participer? Est-ce que vous avez déjà fait des demandes ou est-ce que c'est encore en discussion? Non, j'ai fait mes demandes et je les ai motivées. Je terminais hier soir justement. Les affaires sociales. Les affaires sociales sont primordiales pour moi pour deux raisons. La première, parce qu'il y a dedans la formation professionnelle, c'est mon métier, que j'ai tout un tas d'idées, de projets et un diagnostic à proposer pour l'ensemble du pays. La deuxième, on en parlait autour du statut de la femme, de l'égalité homme-femme. J'avais lancé il y a quelques mois la marche des shorts à Toulon, qui avait eu une répercussion médiatique assez importante et qui permettait surtout de remettre au sein et au centre du débat public cette question-là, qui est la tenue vestimentaire de la femme, mais qui suppose tout un tas d'autres questions derrière, et des questions auxquelles il faut s'y atteler et y travailler. Alors vous retrouverez peut-être Geneviève Lévy, qui est députée de la première circonscription, qui est députée sortante, qui était dans cette commission, et qui a elle aussi demandé à y retourner, à y siéger de nouveau. Vous pouvez vous entendre sur ces sujets. Elle aussi le dit, elle ne sera pas chez les Républicains constructifs, mais elle a promis une opposition pour le coup constructive et il y a de vraies passerelles qui peuvent se créer entre vous. Bien sûr, et d'autant plus des passerelles en termes d'expérience. Elle a une expérience que je n'ai pas. J'ai une visibilité aujourd'hui de ma génération qu'elle n'a peut-être pas forcément, et je pense qu'on peut se compléter pour porter des projets, pour porter le statut de la femme, pour porter ces principes-là d'égalité, et j'ai hâte qu'on puisse travailler ensemble si nous nous retrouvons dans cette commission. Alors on verra, hein, tout ça évidemment est en train de se mettre en place, de se décider, et c'est vrai que là on est à l'orée du mandat. À titre personnel, on va revenir un peu sur votre parcours. 29 ans, vous êtes l'une des plus jeunes députées de France. Vous gérez un centre d'apprentis, donc vous êtes issu de ce que l'on appelle la société civile, tout en ayant été quand même une militante de longue date, avec une tête de liste aussi que vous avez portée ici dans le Var au moment des élections régionales. Vous êtes issu du Parti Socialiste. Vous avez d'ailleurs commencé chez les communistes, hein, je crois. Oui, j'avais 15 ans. Hein. C'est un début, c'est le début du militantisme. Exactement, où nous avions envie de faire la révolution. Et ce sont des années qui ont été très formatrices pour moi. Donc vous vous êtes vite rapproché du Parti Socialiste quand même. Pour vous, avant qu'on parle de votre expérience professionnelle, ce lien entre Parti Socialiste et La République En Marche, vous avez pris le train au printemps, je crois, au début du printemps. Vous vous êtes engagé dans La République En Marche. Pourquoi avoir fait ce choix? Ma ligne politique n'a jamais changé. J'ai toujours été une social-démocrate depuis que j'étais au Parti Socialiste. J'ai toujours été sur ces 5 dernières années dans la ligne ce qu'on appelle hollandaise. Et si vous voulez, ces primaires citoyennes ont fait ressortir un candidat, Benoît Hamon, qui avait toute sa légitimité, mais qui sortait avec un projet qui avait réuni quelques millions de voix. L'essentiel pour lui était de poser ce projet sur la table pour poser ensuite les conditions du rassemblement de la gauche et du centre, mais plus largement du rassemblement de l'ensemble des Français. Je l'avais dit et redit, il était de sa responsabilité d'aller
discuter de Mélenchon à Macron. Il ne l'a pas fait. Il n'était pas possible pour moi de suivre une ligne politique qui n'a jamais été la mienne. C'était sur le fond. Sur la forme, une bouffée d'air frais. On partait avec les marcheurs, rencontrer les gens. On se mettait autour de la table à rédiger des propositions, à les faire remonter. Elles redescendaient dans un temps très court, ce qui nous permettait ensuite d'enchaîner sur tout un tas de thématiques. Cette fraîcheur aussi que vous avez essayé d'insuffler au Parti Socialiste, peut-être, et qui n'a pas eu l'écho escompté parce que vieil appareil, parce que des gens étaient déjà en place. Vous avez dit tout à l'heure, la marche des shorts, ça fait partie de ce nouveau souffle que vous avez tenté aussi d'insuffler. Là, vous avez trouvé peut-être la structure qui vous correspondait. Exactement. Pendant les régionales, avec Christophe Castaner, on avait insufflé un petit peu de cette méthode-là. On avait commencé la campagne en faisant des caravanes itinérantes, des caravanes citoyennes qui nous permettaient de récolter les envies, les besoins et les priorités de nos concitoyens. On va plus loin dans cette démarche et c'est ça faire de la politique aujourd'hui. Un mot sur Christophe Castaner qui a mené la liste régionale, la liste Parti Socialiste pour les régionales, qui... vous avez choisi aussi comme tête de liste dans le Var aujourd'hui. Il est député, il a été réélu, porte-parole du gouvernement. J'imagine qu'il a un rôle particulier dans votre vie politique et dans vos débuts à l'Assemblée. Il a eu notamment un rôle particulier parce que quand on repense à ce moment-là, pour lui c'était une première lorsqu'il s'est présenté à la tête de cette élection régionale. Moi c'était une première aussi pour moi dans mon département et nous avons ensemble partagé cette vision-là de la politique. Ça a été compliqué de faire bouger ses habitudes, de faire bouger les lignes. Il a mis toute son énergie et aujourd'hui, enfin, il peut démultiplier ces compétences-là. Alors évidemment qu'il a ce regard bienveillant et j'en suis très touchée. C'est aussi pour moi une forme de sécurité que d'avoir une personnalité comme lui qui est toujours pas très loin. Alors, un mot sur la grande région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous vous êtes affronté vraiment frontalement avec Christian Estrosi durant la campagne. Front républicain, il y a eu quand même des mots durs. Aujourd'hui, lui tend la main à Emmanuel Macron. Vous, à titre personnel, est-ce que vous comprenez ce rapprochement? Est-ce que vous saluez cette ouverture de Christian Estrosi? Comment vous vous positionnez par rapport à lui? Parce que c'est pas facile dans sa famille politique. Oui, c'est pas facile dans sa famille politique, mais c'est qu'il fait preuve d'ouverture. C'est qu'il a compris ce qui se passait aujourd'hui en France. Il a compris qu'on ne faisait plus de la politique comme hier. Il a compris que le dépassement des oppositions stériles, le dépassement des étiquettes ne servirait personne. Et donc je salue et j'invite tous les républicains qui sont autour de lui à faire de même pour que l'on construise ensemble. Non, c'est très important ce signe-là. Et effectivement, ça a mis en place pas mal de débats au sein de son parti, mais il tient bon. Et cette ouverture d'esprit est particulièrement appréciable. Donc vous pouvez travailler avec lui sans aucun problème, évidemment. avec lui, avec les Républicains constructifs, Thierry Solaire, Franck Riester. Vous nous confirmez qu'il va y avoir de vrais dialogues, une vraie passerelle, en tout cas de votre côté. À partir du moment où le socle de préservation des valeurs de la République est bien établi entre nous, c'est-à-dire que nous parlons entre républicains, que l'objectif, une fois de plus je le redis, c'est l'intérêt commun, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à travailler ensemble. Alors, un mot sur le premier couac de ce gouvernement, si on peut l'appeler comme ça, parce que pour l'instant, on n'a pas les éléments judiciaires en main et loin de nous l'idée d'être des procureurs. Néanmoins, les démissions en cascade des ministres MoDem, est-ce que ça constitue quand même un problème pour vous ou, comme l'a dit Christophe Castaner, ça simplifie malgré tout les choses? Moi, j'ai une confiance totale en notre président de la République, en son Premier ministre. À partir de là, je sais que les décisions qu'ils prennent, elles sont, une fois de plus, désolée de me répéter, mais dans cet intérêt commun. À partir de ce moment-là, je n'ai pas de jugement à avoir. S'il a fallu mettre en place ce renouvellement, c'est qu'il le fallait, et tant mieux. Aujourd'hui, nous avons une brigade, j'ai envie de dire, une brigade prête à travailler. Les appareils, les petites logiques d'appareils sont peut-être revenues à un moment donné. Et il fallait une fois de plus réajuster. C'est ce qui a été fait et on en est ravis. Alors il nous reste 3-4 minutes à passer ensemble. Je voudrais qu'on parle de votre parcours professionnel pour terminer parce que c'est important, c'est le thème du moment aussi. Ces candidats, ces députés qui ont une expérience professionnelle. Vous avez dit, la politique n'est pas un métier. Vous restez évidemment sur cette position-là?
bien sûr, la politique n'est pas un métier, ne sera pas mon métier. La loi de moralisation est importante parce qu'à un moment donné, il faut qu'un élu revienne à la vie civile à un moment donné. Si on le veut qu'il soit en phase avec la réalité, c'est primordial. Il faut l'accompagner, sûrement. Quand on est coupé pendant 5 ans ou 10 ans de cette vie-là, il y a un accompagnement nécessaire, mais qui est primordial pour la sauvegarde de notre démocratie. Après, ce qui fait la richesse aussi, c'est d'avoir connu une expérience professionnelle réelle, salarié, public, privé, d'avoir un patron, de connaître des temps de chômage aussi, de connaître ces temps de formation, d'évolution professionnelle, être en capacité finalement de correspondre à la réalité, c'est-à-dire d'avoir un parcours commun avec nos concitoyens. Vous avez géré ou gérez un centre de formation, un centre d'apprentis, un CFA, comme on les connaît. Comment cette expérience va vous servir ? Est-ce que ça va vous permettre aussi de défendre le dossier de l'apprentissage, qui est un dossier central aujourd'hui dans la relance économique de notre pays ? Comment vous allez vous servir de cette expérience-là ? C'est évidemment ma spécificité professionnelle, puisque j'ai toujours travaillé dans la formation professionnelle continue, puis ces derniers temps dans l'apprentissage, qui est au cœur du projet d'Emmanuel Macron. Je ne vous le cache pas que ça a été un élément encore plus important pour moi lorsque j'ai adhéré à ce projet-là. C'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que mon quotidien, c'est arriver à construire une vie professionnelle. Mais une vie professionnelle ne se résume pas simplement à une formation et à un contrat. C'est construire ensemble l'avenir de nos jeunes, puisque dans mon centre, les contrats d'apprentissage, sauf exception, ont lieu jusqu'à 26 ans. C'est les accompagner pour qu'ils puissent se réaliser dans leur travail. Parce que je reste persuadée que c'est la marche nécessaire à la construction de sa vie sociale, familiale, culturelle. Si ce socle-là est accompagné, aujourd'hui que l'on a des jeunes qui ont le diplôme en poche, les compétences nécessaires qui répondent aux nouvelles attentes des entreprises, le reste coulera. Et il faut que ces appareils-là puissent un petit peu se décoincer, parce que c'est ce qu'on peut reprocher aujourd'hui. Le système de la formation est très clivant en fonction de son statut. Donc il faut l'assouplir aussi, un peu comme le code du travail. Il faut l'assouplir dans l'intérêt commun pour que chacun puisse y bénéficier, non pas en fonction de votre statut, mais simplement parce que vous êtes un individu et que vous avez le droit de rebondir professionnellement. Parce que c'est plus comme il y a 40 ans. On n'a plus une formation professionnelle et un travail que l'on garde jusqu'à la fin de sa vie. C'est terminé. Et justement, vous allez mettre en pause votre activité professionnelle le temps de votre mandat ? Je m'y étais engagée. Je m'y étais engagée, si j'étais élue, à me consacrer pour ces 5 ans à venir uniquement à mon mandat. C'est ce que je fais. Et très honnêtement, quand je vois la masse de travail qui m'attend, je pense que ce serait tricher que de partager ce temps-là avec une activité. Donc à 29 ans, comme beaucoup de jeunes adultes, à 29 ans on est encore jeune adulte de votre génération, vous ne savez pas où vous serez dans 5 ans. Exactement. Finalement. Exactement. C'est un peu le message. C'est un petit peu le message. Donc vous allez vous investir à fond pour ces 5 ans de mandat, mais dans 5 ans, vous n'avez aucune garantie sur la suite. Je voudrais juste qu'on termine par une question qui aurait peut-être dû être la première, mais ce sera la dernière. Quels sont les premiers dossiers, les premières questions varoises que vous avez envie de faire remonter à l'Assemblée? Est-ce qu'il y a des points comme ça sur lesquels vous allez être vigilante tout de suite, ou en tout cas interpeller le gouvernement? Il y a une logique importante sur notre circonscription, c'est au 1er janvier la métropole autour de Toulon. Donc évidemment, il va falloir que moi, accompagnée de l'ensemble des maires et des élus de la circonscription, nous puissions définir les lignes pour que cette phase d'entrée dans la métropole puisse servir chacun d'entre nous. Hier, ma première intervention était auprès de réseaux d'entreprises situés sur la commune d'Olioul aussi, où ces sujets-là ont été centraux, c'est-à-dire comment nous lions le transport, c'est-à-dire la mobilité, avec le développement de l'entreprise et l'adéquation pour que des candidats issus du département puissent répondre à ces besoins-là. Donc ce triptyque emploi, transport, formation professionnelle est au centre des enjeux. Et puis je pense que j'ai les compétences nécessaires pour y apporter en tout cas toutes les pierres essentielles à cet édifice. Merci beaucoup Cécile Muscotti d'avoir accepté cette invitation sur l'antenne de Var Azur. C'est la fin de cet entretien. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et notre page YouTube. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Face.